Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour eux, leurs familles, et aussi pour les 8700 autres fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie qui ont été blessés en mission cette même année 2020. Vous êtes et vous restez en première ligne dans la lutte contre le virus. Sans votre présence sur le terrain, toujours bienveillante, nécessairement pédagogique et parfois nécessairement répressive, nous n'aurions pas pu lutter efficacement et le pays aurait été submergé. Répondre présent a été le mot de code de l'opération nationale mise en place par la gendarmerie. Ces deux mots disent tout. Mais la crise sanitaire n'a pas, loin s'en faut, remplacé les autres crises qui fracturent notre société. La menace terroriste n'a de cesse de se rappeler à l'ensemble de la nation. Je n'oublie pas ce jour du 29 octobre 2020 où, alors que je présentais devant l'Assemblée les mesures de reconfinement décidées par le Président de la République, j'apprenais l'horrible attentat de Nice. La violence que vous combattez avec courage et dont vous pouvez être la cible a pris, on le sait, de nouvelles dimensions. Les forces de sécurité intérieure sont confrontées depuis plusieurs années à des menaces devenues endémiques. Je veux parler de la délinquance liée à la drogue, des bagarres entre bandes, mais aussi des manifestations ultra-violentes auxquelles vous avez dû continuer à faire face malgré la crise sanitaire. Je sais que vous êtes confrontés à un refus d'obtempérer toutes les demi-heures et que certains n'hésitent pas à utiliser le mortier d'artifice contre vos commissariats et casernes. Ces exactions me préoccupent, autant qu'elles préoccupent policiers et gendarmes ainsi que leurs gradés, mais elles inquiètent aussi fortement la population. Les Français ne comprennent ni n'acceptent que l'on s'en prenne aux forces de l'ordre. Pour cela, l'organisation, les équipements et les méthodes de ces mêmes forces doivent être adaptés aux évolutions de la société et de la délinquance. En réalité, votre métier lui-même a changé avec la société. Vous êtes aujourd'hui en première ligne face à ces drames. C'est vous qui accueillez les premiers, les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. C'est vous qui apportez écoute et protection aux plus fragiles. C'est vous, enfin, qui êtes confrontés quotidiennement à la tentation séparatiste de certains quartiers, de certains individus. Toutes ces évolutions, tous ces défis, tous ces enjeux méritaient qu'une mise en perspective, d'une approche sociétale, une démarche participative vienne éclairer l'action des pouvoirs publics sur les politiques de sécurité. Tel est fondamentalement l'objet du Beauvau de la sécurité. Dans le prolongement de l'excellente démarche du Livre blanc et des rapports parlementaires de grande qualité qui éclaireront vos travaux. Quels objectifs poursuivons-nous ? Donner davantage de force, d'effectivité et d'adhésion à ce qui constitue l'une des priorités essentielles du Président de la République et du gouvernement, assurer à toutes les Françaises et les Français la sécurité à laquelle ils ont légitimement droit. Face à des menaces multiples, protéiformes et croissantes. Permettre à nos forces de sécurité intérieure d'exercer leur haute et périlleuse mission dans les meilleures conditions possibles, juridiques, matérielles, humaines et psychologiques. Associer le plus d'acteurs possible jusqu'à chaque citoyen, c'est-à-dire justement la société tout entière, à la préservation et au renforcement de la sécurité et de l'ordre public, en ce qu'ils sont dans une démocratie et un État de droit les premières garanties sans lesquelles ne peuvent s'exercer véritablement et prospérer les valeurs fondamentales de la République,
liberté, égalité, fraternité. Non, en réalité, mesdames et messieurs, que ces objectifs soient nouveaux pour nous. Dois-je rappeler ici, par exemple, que depuis mai 2017, l'accroissement du budget du ministère de l'Intérieur a été significatif et que ce quinquennat sera marqué par la création de 10 000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes. Vendredi dernier encore, j'ai annoncé la création de 7 quartiers de reconquête républicaine supplémentaires, portant d'ici à 2022 leur nombre à 62, et chacun sait combien ces forces sont appréciées par les élus et les habitants de ces quartiers de la politique de la ville où ils sont implantés. Ai-je besoin de citer toutes les dispositions que nous avons prises pour renforcer notre arsenal et nos moyens d'intervention pour lutter contre le terrorisme, au moment du reste où le Parlement examine un nouveau texte fondateur pour faire face au séparatisme et donc pour conforter les principes républicains qui constituent le socle inaliénable de notre vivre ensemble. Mais il nous faut sans cesse aller de l'avant, adapter notre action, renforcer toujours et encore la légitimité, l'effectivité et la protection que nous voulons et que nous devons à nos forces de sécurité qui sont, autant que celles de l'État, celles de la nation. C'est pourquoi, au-delà du fond, la force et l'originalité de ce Beauvau de la sécurité résident dans la méthode que nous avons retenue. C'est une concertation très large qui sera conduite sur ces sujets régaliens. Ce n'est pas chose courante. Des tables rondes autour de 8 thématiques seront organisées ici, à Beauvau, jusqu'à la fin du mois de mai. Je salue le fait qu'au-delà des forces vives du ministère, des parlementaires et élus locaux de tous bords y ont été associés, et je les en remercie. Je salue également les personnalités extérieures venant d'horizons variés, reconnus pour leur expertise, mais aussi pour leur hauteur de vue, qui ont accepté d'apporter leur contribution, et je leur dis ma gratitude, tout comme je me réjouis de l'éclairage qu'apporteront à vos travaux les intervenants étrangers qui vous feront part des enseignements venus d'ailleurs sur les thèmes que vous allez traiter. Vous ne serez pas surpris que je me réjouisse également au plus haut point que ce Beauvau de la sécurité soit organisé sur une base territorialisée et très ouverte, et que les ministres, comme moi-même, seront à cette occasion présents sur le terrain, à l'écoute des forces de sécurité intérieure et des acteurs locaux. Et le partisan convaincu du dialogue social que je suis ne peut que se féliciter par avance de l'implication étroite des organisations syndicales et professionnelles, comme de la large consultation qui sera organisée par les 2 directions générales pour recueillir les avis et propositions des gendarmes et policiers de terrain. Il ne m'appartient pas, vous les connaissez, de détailler devant vous chacune des tables rondes thématiques qui vont structurer vos travaux. Permettez-moi simplement de mettre l'accent sur 3 sujets qui constituent autant d'attendus de ma part. J'attends d'abord de vous des préconisations ambitieuses en termes d'organisation, de conditions d'emploi des forces, de simplification des procédures, de recours au numérique, de management. Ici, la finalité poursuivie est claire, même si les moyens de l'atteindre sont complexes et souvent longs, car nécessitant des évolutions autant structurelles que culturelles. Cette finalité, c'est d'avoir le plus de policiers et de gendarmes possible au plus près du terrain et des populations, les moins englués que possible dans des procédures lourdes ou inadaptées, les moins entravés que possible par des organisations insuffisamment optimales. Il nous faut valoriser, dans tous les sens du terme, la présence sur la voie publique, la priorité donnée à l'action de terrain et du quotidien.
Il faut valoriser ce que votre ministre a très judicieusement appelé la révolution managériale, notamment en reconnaissant davantage la hiérarchie de proximité et en accroissant ses marges de manœuvre. La police nationale doit poursuivre son travail en ce sens, s'unifier, se décloisonner, mais aussi déconcentrer son action au plus près des populations. Je sais que le ministre a déjà validé une expérimentation en ce sens dans plusieurs départements d'outre-mer, mais aussi en France métropolitaine. Il faudra sans nul doute poursuivre activement dans cette voie. Ces évolutions ne prendront tout leur sens que si nous accélérons nos efforts pour améliorer le cadre d'action et les moyens d'intervention de nos forces de sécurité intérieure. Immobilier, véhicules, logements, équipements. Voilà pourquoi on ne saurait donner aux forces de sécurité intérieure les moyens d'exercer leur mission sans donner également au service public de la justice toutes les possibilités de rendre des décisions rapides et proportionnées. Or, chacun le sait, les moyens donnés à la justice, tous gouvernements confondus et depuis des décennies, ont été insuffisants et souvent largement inférieurs à ceux alloués dans les grandes démocraties qui nous entourent. Il faut changer cela, nous avons commencé de le faire, pour donner notamment à la réponse pénale toute sa portée. Mon gouvernement, vous le savez, a augmenté de 8% le budget de la justice en 2021 et entend inscrire cet effort dans la durée. Les forces de sécurité en seront les grandes bénéficiaires et avec elles l'ensemble de nos concitoyens. Il nous faut, dans cette même veine, poursuivre dans la voie des évolutions procédurales, des progrès de la numérisation et des systèmes d'information, en particulier dans le champ de la police judiciaire, pour améliorer significativement la qualité et la rapidité de la chaîne pénale et faire progresser la question essentielle des officiers de police judiciaire. La coopération de l'État dans le domaine de la sécurité, autre thème à votre agenda, concerne les relations avec les polices municipales, mais aussi avec les intervenants de la sécurité privée. D'importants progrès ont été réalisés, mais l'ancien maire que je suis sait bien que des améliorations sont encore possibles. Et je veux saluer à ce stade à nouveau les dispositions en cours d'examen au Parlement de la proposition de loi sécurité globale au titre de ce qu'il est désormais convenu d'appeler le continuum de sécurité. Cette approche globale s'étend bien sûr dans l'esprit du gouvernement au champ majeur de la prévention, où le ministère de l'Intérieur est déjà fort présent, dans un cadre partenarial avec les collectivités locales, les associations spécialisées et l'éducation nationale. Les contrats de sécurité intégrés, j'ai signé le premier à Toulouse le 9 octobre dernier, illustrent cette démarche de l'action gouvernementale transversale et coopérative. Le contrat est signé avec une collectivité sur le thème de la sécurité à partir d'un diagnostic partagé et côté État s'engage bien sûr le ministre de l'Intérieur, mais également le garde des Sceaux et le ministre de l'Éducation nationale. Les nouveaux programmes Petites Villes de demain vont également intégrer un volet sécurité. Enfin, troisième thème essentiel et tout aussi majeur, celui de la relation entre les forces de l'ordre et la population, les relations avec les médias, de la transparence, qui renvoie notamment, mais pas seulement, aux opérations de maintien de l'ordre et aux conditions d'intervention. Sujet complexe, à haute sensibilité, diront certains, mais que nous devons aborder en toute lucidité et sans arrière-pensée. Il ne mérite ni raccourci, ni généralisation hâtive, ni déni. Posons calmement les choses, objectivons les données, examinons ensemble le plus sereinement possible les voies toujours possibles et nécessaires d'une amélioration. C'est cela, une démocratie responsable et apaisée. Je veux vous dire ma conviction profonde, je l'ai déjà exprimée à plusieurs reprises,
que l'immense majorité des forces de sécurité intérieure effectuent chaque jour un travail particulièrement difficile dans le respect le plus strict des règles d'engagement et de comportement, ce qui d'ailleurs est légitimement attendu d'elles. Aussi, je le répète, elles ont tout mon soutien et, je le dis, mon plus profond respect. Il ne saurait du reste en aller autrement, tant il est fondamental que les rapports de la police et de la gendarmerie avec la population soient des rapports de confiance. L'usage de la force, lorsqu'elle est nécessaire, doit être compris comme légitime par l'ensemble des concitoyens. C'est le seul moyen pour qu'elle soit acceptée et respectée. Voilà pourquoi nous ne saurions tolérer que des pratiques inadmissibles puissent venir entacher l'exercice de cette mission principielle. Au-delà de la transparence qui doit être faite sur ces agissements et des sanctions qu'ils appellent, vous explorerez les voies et moyens de les prévenir au maximum, ce qui passe sans doute par plusieurs leviers tels que la formation, l'encadrement, l'organisation et le contrôle interne. La transparence de l'action des forces de sécurité intérieure constitue ainsi un enjeu essentiel dans toute démocratie moderne. C'est pourquoi j'ai rappelé à plusieurs reprises le caractère fondamental du droit de la presse, du droit d'informer, du droit des lanceurs d'alerte, et que j'ai demandé sur ces sujets des propositions à M. Jean-Marie Delarue. Mais évidemment, il ne saurait être toléré la moindre violation à la vie privée des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie nationale. Il est indispensable que personne ne puisse faire pression sur ces agents et leurs familles en les menaçant ou en les désignant à la vindicte. Comment assurer la sécurité du citoyen si nos propres forces ne sont pas en sécurité, jusque et y compris dans leur vie privée? Dans une démocratie, la vie privée doit être sanctuarisée. Pour nos forces de l'ordre, il faut redoubler de vigilance. Les forces de sécurité intérieure représentent la nation. Les recrutements permettent d'ores et déjà, vous le constatez, une très grande représentation de l'ensemble du corps social. Vous serez conduit à mener à ce titre une réflexion pour élargir davantage encore les recrutements. Le ministre de l'Intérieur a déjà eu l'occasion d'annoncer que le ministère accueillerait 10 000 jeunes chaque année, selon des formes diverses, stages de troisième, classes préparatoires intégrées, apprentissage, cadets, tutorat, etc. La création d'une réserve opérationnelle de la police nationale est aussi une mesure qui permettra, j'en suis sûr, de rapprocher davantage encore les Français de leur police. Mesdames et messieurs, vous voici donc engagés dans un vaste chantier. Au-delà de vos propositions opérationnelles, j'attends de vous qu'elles soient formulées au terme d'un débat public large et déployé, qu'elles s'inscrivent sous le double signe du renforcement de l'efficacité de l'État dans ce domaine hautement stratégique et d'un confortement du pacte républicain pour une légitimité renouvelée de ses conditions d'intervention. Le mandat donné au gouvernement par le président de la République est simple et clair. Assurer la protection des Français dans une logique de transformation de notre pays et de notre État pour qu'il soit plus fort, plus résilient et plus solidaire. Protection face à la crise sanitaire, protection face à la crise sociale et économique, protection face aux violences et au terrorisme. Ces trois priorités s'interpénètrent et sont au cœur des préoccupations du gouvernement et de la majorité parlementaire. C'est dire tout l'enjeu de ce Beauvau de la sécurité, tant les sujets régaliens revêtent une importance capitale pour tous nos concitoyens. Et je veux dire ici la confiance totale et le soutien sans faille que j'accorde au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et à la ministre déléguée Marlène Schiappa pour conduire cet exercice essentiel avec vous et plus généralement pour veiller sur la sécurité des Françaises et des Français. Je vous remercie vivement toutes et tous pour vos contributions et votre engagement.
L'objectif n'est rien moins que de poser les fondements d'une ambitieuse loi de programmation de la sécurité intérieure à l'horizon de 2022. C'est un objectif essentiel pour le gouvernement de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Je me tourne donc vers la Gendarmerie nationale, effectivement, à laquelle cette séquence était consacrée. D'abord pour, je le dis aux deux ministres, me réjouir du fait que le maximum d'organisations ait été invité à participer à ce Beauvau, qui montre bien sa volonté intégrative la plus large. Je pense que c'est heureux, on l'a dit, aucun sujet ne doit être tabou, tout doit être traité, abordé. Et des propositions sont attendues sur tous les registres. Je sais, mais vous ne l'ignorez pas, le rôle de la gendarmerie nationale, notamment dans nos territoires. Je sais également les conditions de son intervention, qui sont, comme celles de la police nationale, confrontées finalement au même phénomène. D'ailleurs, je pense que c'est un des enseignements des 20-30 dernières années, c'est que les problématiques des villes tendent à se déporter vers les campagnes, et pas toujours dans le bon sens du terme, s'agissant des phénomènes de violence et de non-respect de la loi républicaine. Donc je veux encore là aussi saluer votre travail au quotidien. Là encore, je pense que les interventions que j'ai entendues rejoignent parfaitement les objectifs de ce Beauvau de la sécurité, c'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté la logique de moyens et de l'autre celle de l'organisation ou de la transformation. Je pense qu'il faut faire coïncider les deux. Je pense que nous avons sans doute des progrès à réaliser sur tous les registres. De ce point de vue-là, ça me donne l'occasion de vous le redire, mais les expressions, y compris des organisations syndicales, me sont apparues de ce point de vue extrêmement claires. Enfin, nous ne menons pas dans le Beauvau de la sécurité des négociations catégorielles. Je veux dire, il y a des espaces pour ça. Le dialogue social existe, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoquer évidemment les questions de moyens ou les questions de reconnaissance de tel ou tel corps, mais vous avez toutes et tous compris que nous sommes dans une optique beaucoup plus large. Bon. Néanmoins, puisqu'on l'évoque, je voudrais bien redire notre volonté que nous aurions, je le dis en toute transparence, concrétisé, Beauvau ou pas Beauvau, de déployer, parce qu'il y a urgence, des moyens, je le dis parce que plusieurs intervenants, plusieurs gendarmes l'ont souligné, affectés à la question de vos équipements, à la question de vos logements, du patrimoine, qu'il s'agisse des commissariats ou des casernes de gendarmerie. D'ailleurs, je tiens à vous rassurer, celle de Prades est sur de très bons rails, mais je crois aussi, vous avez parlé, je crois, Satori et de Roanne, donc ce sont des sujets. Le ministre de l'Intérieur s'est battu auprès de moi. Je pense qu'il a reçu une oreille attentive pour que, dans le plan de relance, ces sujets d'équipement, je parlais tout à l'heure de l'informatique et du numérique, mais vous avez raison d'y ajouter l'immobilier, la question des équipements qui facilitent vos conditions d'intervention, dispose de crédits tout à fait significatifs, et avec la nécessité, c'est d'ailleurs la caractéristique même de ce plan de relance, que les dépenses soient décaissées, comme on dit dans le jargon, soit en 2021, soit en 2022. C'est même, j'allais dire, leur critère d'éligibilité. Donc il faut y aller. Évidemment, il faut des bons projets. On va pas, mais j'ai pas trop de doutes, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont des commissariats, des casernes, des équipements qui sont déjà prêts, enfin, qui dans des projets n'attendent que le financement pour sortir. Et donc, il faut que ce soit là une opportunité forte pour témoigner de ce que notre volonté immédiate, au-delà des intentions, des propos, des paroles, vous l'avez toutes et tous relevé dans vos interventions respectives, se concrétise et se concrétise vite.
Voilà. Donc là-dessus, il y a oui, je le dis, une opportunité créée par le plan de relance. Hein. Je vous rappelle que l'objectif derrière ça, au-delà de vos conditions de travail, c'est de donner aussi du travail aux entreprises qui construisent ces casernes, qui conçoivent et qui fabriquent les équipements en question. Donc il y a un enjeu, si vous voulez, d'activité économique, donc de lutte contre le chômage qui est derrière ce plan de relance, mais toujours, j'insiste encore une fois auprès de vous, dans une logique de transformation. Le mot transformation, il ne doit pas faire peur. Le mot transformation, ça veut dire qu'on adapte nos moyens aux évolutions de la société, aux évolutions aussi des attentes, l'un d'entre vous l'a cité, de vos familles. Enfin, le gendarme comme le policier de 2022, surtout les plus jeunes, ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a même 25 ou 30 ans. Bon. Donc nous devons, le poids du numérique, enfin tout ce que vous connaissez par cœur, nous devons, si nous dégageons des moyens, s'il y a nécessité de dégager des moyens, et je rappelle, nous avons dégagé des moyens, ce quinquennat aura fait beaucoup pour les forces de sécurité intérieure. Je me suis exprimé tout à l'heure sur le service public de la justice. Il faut que ces moyens soient orientés, pour pas arroser le sable, vers une logique d'efficience plus forte. C'est pas un gros mot. Et vous êtes dans un domaine, c'est pas le seul, mais je suis ce matin au ministère de l'Intérieur, où je vois bien, pour l'avoir aussi vécu comme maire de terrain, qu'il y a des possibilités fortes d'amélioration liées, encore une fois, à des organisations plus performantes, des procédures simplifiées, etc. Il faut vous donner les moyens, en réalité, de vous ramener, cela a été dit par beaucoup d'entre vous, sur le terrain, que vous soyez policier ou gendarme, il faut vous faciliter la vie pour que nous soyons plus visibles, plus efficaces auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est tout l'enjeu de ce Beauvau de la sécurité. Et de ce point de vue-là, bien sûr, et je ne saurais les nier, je veux même les souligner, il y a des spécificités. La police nationale n'est pas la gendarmerie nationale n'est pas la police nationale, ni par leur histoire, ni par leur périmètre d'intervention. Je n'ignore pas qu'il peut y avoir là aussi quelques adaptations. Je crois d'ailleurs que le ministre a lancé une mission qui est légitime sur les périmètres de l'un et de l'autre. Il faut n'avoir, comme vous l'avez dit les uns et les autres, aucun tabou. Mais ce n'est pas pour le plaisir de faire de la réforme ou de modifier. La question, c'est est-ce que c'est plus efficace? Est-ce qu'on rend un meilleur service à nos concitoyens? Si c'est non, quelqu'un a dit oui, on n'est pas là non plus pour faire de la réforme pour le plaisir de la réforme. Les choses qui marchent, ne les changeons pas. Et il y en a. Bon. Mais dès qu'il faut améliorer la situation, c'est l'objectif de la sécurité, mesdames et messieurs, ne vous privez pas. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, merci, Monsieur le Premier ministre. D'abord, quelques mots avant peut-être d'entendre les élus parlementaires et locaux. D'abord, pour vous remercier de votre présence ce matin. On sait tous que l'actualité est très chargée et que vous gérez une crise sanitaire comme nous tous, mais singulièrement vous qui êtes pour le coup dans l'interministérialité. Votre présence devant toute cette matinée fait chaud au cœur au ministère de l'Intérieur, à ses agents, soyez-en sûrs, et de vos mots de soutien à la fois à l'action ministérielle, on vous en remercie avec Marlène, mais aussi à l'action des forces de l'ordre. Je peux témoigner, je le dis, je n'ai pas voulu prendre la parole au début, laissant le Premier ministre échanger directement avec vous, de votre très forte mobilisation sur ces sujets régaliens, d'abord par les moyens que vous accordez au ministère de l'Intérieur et de la Justice, vous l'avez dit, par votre premier déplacement, qui a été celui auprès des forces de l'ordre dès votre nomination, et par le soutien politique que vous apportez au ministre de l'Intérieur et à la ministre déléguée lors des sujets nombreux, puisque vous avez vu que beaucoup de textes arrivent. Et vraiment, pour ce point, je voulais vous en remercier d'avoir accepté d'ouvrir ce Beauvau. Et puis dire aussi, je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de souligner le fait qu'avec les ministres ont été particulièrement à l'écoute de leurs revendications et de leurs demandes. C'est bien le moins des ministres thématiques, des ministres en charge des agents qu'ils ont sous leur responsabilité, que je peux témoigner également que le président de la République, par sa présence, ses demandes, je pense que les directeurs généraux qui m'accompagnent ou le corps préfectoral le savent aussi parce qu'il le fait directement comme vous pouvez le faire, Monsieur le Premier ministre, des moyens qu'il met à disposition. Et vous avez souligné l'interministérialité. Je voudrais remercier la présence du cabinet du garde des Sceaux parmi nous. Il sera invité tout au long de nos démarches pour montrer justement que la police et la justice travaillent ensemble. Et le garde des Sceaux lui-même, une table ronde, vous l'avez dit, mais aussi la direction du budget, puisque je voudrais évoquer le fait que la loi que vous avez soulignée, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, qui est importante, je crois, pour chacun des acteurs, doit se faire
en concertation et non pas contre non plus le ministère des Comptes publics ou le ministère de la Justice. Et donc ce travail doit être fait en lien total avec l'ensemble du gouvernement et de le faire de manière raisonnable, ambitieux mais raisonnable. Et c'est un point très important. De mes fonctions précédentes, j'ai vu le ministère de l'Intérieur obtenir chaque année, et je voudrais saluer mes prédécesseurs Gérard Collomb et Christophe Castaner, des crédits autant en T2 comme en hors T2. Alors comme il y a beaucoup de gens qui nous regardent, je voudrais souligner le fait que c'était du personnel, mais aussi, et ça a été dit par nombreux gendarmes et policiers, en moyens matériels, qu'il s'agisse évidemment des équipements, des véhicules, des locaux. Et il y a encore tant à faire, même si le plan de relance nous y a beaucoup aidé. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. Je voudrais aussi souligner évidemment les difficultés fortes que nous connaissons et ces difficultés, elles sont celles de toute la société. Ça a été dit tout à l'heure, je crois que ce qui est important de souligner dans un ministère de la protection, vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, mais aussi dans un ministère de l'urgence, qu'on n'a pas toujours le temps de se poser pour réfléchir. C'est le cas de vos autorités ministérielles, c'est le cas de vos directeurs généraux, c'est votre cas, j'imagine aussi, parce qu'il y a une intervention aussi, il y a un emballement médiatique là, il y a une difficulté là, il y a une menace ouverte ou cachée, et prendre le temps de réfléchir et de se poser au ministère de l'Intérieur, c'est pas toujours évident. L'actualité, je l'espère, ne viendra pas percuter ce Beauvau de la sécurité, ni la crise sanitaire que nous tenons dans les conditions que vous avez souhaitées, monsieur le Premier ministre, ni bien sûr l'actualité de sécurité de notre pays. Mais je pense que c'est un point important de se poser, et ça a été dit depuis le rattachement à la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur. Ce temps de réflexion, pour plein de raisons que l'on peut comprendre, n'a pas pu être porté parce qu'il n'y a pas la volonté politique de le faire, avec une conclusion qui était celle de votre conclusion vous-même, qui est la loi de programmation qu'attend le ministère. Le deuxième sujet que je voudrais souligner aussi, c'était que ce ministère de l'Intérieur n'est pas que le ministère de la Sécurité. Il est aussi le ministère de la Sécurité, mais il n'est pas que le ministère de la Sécurité. Et le ministère de l'Intérieur s'occupe de bien d'autres sujets, de sujets extrêmement importants. Et donc les policiers et les gendarmes ne sont pas ces seuls agents, même si médiatiquement on a l'impression que c'est le cas. Et par ailleurs, la sécurité n'est pas que le travail du ministère de l'Intérieur. Et ça, c'est un point très important. Comme dirait le beau proverbe, il faut tout un village pour élever un enfant. Et il faut tout un gouvernement, sans doute, pour résoudre les problèmes d'insécurité que nous connaissons, puisque nous sommes des urgentistes, et qu'il y a plein de gens auparavant, peut-être, qui auraient pu intervenir et qui ne l'ont pas fait par manque de moyens, d'ambition, parfois de constat. C'est le cas, évidemment, des parents, c'est le cas de l'Éducation nationale, c'est le cas du ministère de la Justice, c'est le cas du ministère du Logement, de l'Urbanisme, de la Ville, enfin bref, vous les connaissez évidemment mieux que personne, et il faut qu'on essaye, même si... bien sûr, on sera pris par des mesures très pragmatiques, et merci d'avoir souligné le fait que j'aimais beaucoup les choses comme vous, monsieur le Premier ministre qui avait été maire, des choses pragmatiques. Nous devons aussi élargir notre réflexion, et ce n'est pas pour diluer les revendications des syndicats ou des représentants, c'est bien pour les mettre en perspective, sinon nous serions comme des chiens dans un jeu de quilles et nous n'aboutirions pas à grand-chose. Et puis troisièmement, je voudrais souligner particulièrement le rôle effectivement des personnels techniques, administratifs et scientifiques. C'est un point très important et nous souhaitons qu'il soit davantage mis en avant encore. D'abord parce que nous proposons aux directeurs généraux, pour récupérer encore plus de force, de faire de la substitution, de mettre du personnel administratif qui doit être formé pour ça, pour faire des accueils, pour accompagner ce travail. Et ça, c'est un point important. Ils doivent être pleinement dans la communauté de la sécurité, comme on dit aujourd'hui. Et puis, on doit aussi creuser peut-être là ou à côté, pendant ces 4 mois et demi de travaux, la question du renseignement, qui ne fait pas l'objet d'une table ronde, mais qui est évidemment très important dans le travail que nous faisons, pas simplement pour le terrorisme, mais évidemment pour le maintien de l'ordre, évidemment pour tout un tas de sujets de contestation sociale qui nous permet de mieux travailler. On n'a pas voulu le faire comme une table ronde, mais on proposera aux intervenants, monsieur le Premier ministre, une réflexion sur ce point. Puis vous l'avez dit vous-même, je ne redirai pas le propos, sur les autres acteurs de la sécurité privée bien sûr, mais bien sûr les maires, avec les polices municipales et la compétence qu'ils ont aujourd'hui, compétence unique de vidéoprotection. C'est un point important qu'il faudra également voir dans sans doute un sujet à part. Voilà. Monsieur le Premier ministre, merci de votre présence. Je sais que les élus vont vous dire quelques mots. Je ne sais pas si vous avez encore le temps de les entendre, mais je vous remercie de leur présence. Merci à vous.